Et salut, bienvenue sur cette chaîne, ici Yann Darwin, finance et investissement mais pas chiant. Aujourd'hui, je te parle de l'histoire d'un businessman de légende, Bernard Tapie. Et tu vas voir, tu as peut-être vu la série Netflix Tapie. On voit un bout de sa vie, mais on est loin de voir absolument tout ce qui s'est passé. Tu vas voir à quel point cet homme a des couilles immenses. Je sais pas, il devait se promener toujours avec une brouette pour les emmener un petit peu partout. Il part des bas-fonds et de la vraie pauvreté jusqu'à devenir milliardaire en francs à l'époque, mais milliardaire quand même. Tu vas le voir dans cette nouvelle série de vidéos. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Businessman de légende, c'est parti. Il y a une chanson de Brassens qui dit les gens n'aiment pas qu'eux, on ne suit pas le même chemin qu'eux. Ouais. Ben, c'est un peu ce contre-procédure. La mauvaise réputation. C'est ceux qui veulent pas qu'on soit différents, quoi. Ils sont nombreux. Alors tu l'as compris, cette nouvelle série de vidéos Businessman de légende, on s'intéressera à des businessmen qui ont des vies complètement dingues. Et si tu aimes cette série de vidéos, si tu aimes le concept, il n'y a pas 50 solutions, il faut nous aider. Commence tout de suite là par péter la gueule du pouce, partage cette vidéo, petit commentaire de référencement. On est parti avec Bernard Tapie. Si je devais te donner des adjectifs pour ce mec, je sais pas. Ok, les grosses couilles, on a vu. Indomptable, peur de rien. Il n'a pas peur non plus de jouer avec les limites, de flirter avec la loi, de flirter avec la prison. Et tu vas le voir que plusieurs fois, il a flirté, voire même il en a fait un petit peu. Et aussi le côté phénix qui renaît absolument de ses cendres. Peu importe comment tu l'arrêtes, il repart. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant qu'investisseurs, on a des choses à apprendre et on a pas mal de concepts à en tirer. Ce que je te propose, c'est que j'ai découpé sa vie en dizaines d'années, parce qu'il y en a trop. Donc on va faire par dizaines et on va partir à sa naissance tout simplement. Il naît en 1943, encore pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il naît dans une famille pauvre, son père frigoriste, sa mère aide-soignante, famille complètement normale, pas d'argent. Et le petit Bernard, il va à l'école comme tout le monde, il passe son certificat d'études, il commence des études pour être peut-être ingénieur et puis il arrête en cours de route comme plein de jeunes parce qu'il a envie d'entreprendre, il a envie de faire des trucs. Et ça nous emmène très vite autour de ses 20 ans, dans les années 60 et ce sera finalement la dizaine d'années pour lui de l'apprentissage. Bon, il fait son service militaire comme tous les jeunes à cette époque-là, enfin en tout cas comme beaucoup. Et finalement, il est pas mauvais parce qu'il a un petit peu cette envie qui lui vient de sa mère, qui lui a toujours dit qu'il pouvait faire absolument tout ce qu'il voulait, qu'il était très fort, que c'était le meilleur. Quand il était petit, il a été très soutenu par sa mère. Un petit peu nourri par tout ça, et bien dès le service militaire, il est bon. Et dès le service militaire, il se vise, il se voit lieutenant, il se voit officier directement, donc il se dit bah, je vais tout mettre dans la bataille. Bon, il finit quand même son service militaire qui est assez court, au grade de sergent, ce qui est déjà une réussite en soi. Il sort du service militaire, il rentre dans un bureau d'études chez Panhard, une des plus anciennes marques automobiles françaises, un ancêtre de Citroën, et il fait de la vente. Rien de spécial, pas un poste bien payé, pas un poste où il est bon non plus, et ça le fait chier massivement. Et il se dit tiens, l'automobile, parce que Bernard, c'est un profil un petit peu qui veut briller quand même. Et là pour l'instant, il est personne. Et à ce moment-là, pendant sa jeunesse, il se dit ok, peut-être que pour être quelqu'un, je vais faire un peu de course automobile. Et il se lance en Formule 3. Il fait quelques courses, quelques compétitions, quelques entraînements, mais très vite, parce qu'il est malgré tout pas super bon, il a un accident relativement grave, il est pas blessé, mais un accident qui l'impressionne et il arrête complètement sa toute jeune carrière en Formule 3. Et ensuite, il se dit tiens, je vais faire du théâtre, je vais faire du cinéma. Ça marche pas trop. Et il se lance dans la chanson sous le fameux pseudonyme de Bernard Tapaille avec un Y, non pas Bernard Tapie IE, mais Bernard Tapaille, ça fait un petit peu américain, je sais pas. Et il sort quand même 10 morceaux, ce qui est pas rien. Pas un, pas deux, 10. Il se dit vas-y, c'est moi la nouvelle star montante de la chanson, je vais devenir Michel Polnareff, qui était l'artiste montant à la même époque. Sauf que pas du tout, ça marche pas et il se rétame un petit peu. Et là on est en 1966, donc tu vois toujours la vingtaine et on comprend bien qu'il se cherche le cinéma, le théâtre, la chanson, la Formule 3. Et c'est à ce moment-là que sa vie va changer. Il y a un vendeur de porte-à-porte un jour qui va venir chez ses parents, qui va sonner et qui va essayer de vendre un téléviseur puisque c'est la grande mode d'un produit qui est assez nouveau à l'époque. Il faut savoir que pour nous, un téléviseur, c'est un peu old school avec nos téléphones, mais c'est relativement nouveau à l'époque et il y a des vendeurs de porte-à-porte qui viennent dans les maisons pour expliquer l'intérêt d'avoir une télé. Et il voit ce vendeur-là, le jeune Bernard, et il se rend compte que il est pas très bon. Et avec toujours ses énormes couilles, il lui dit écoute, t'es pas très bon en vente, du coup je vais venir avec toi, tu vas m'apprendre un petit peu la vente et je vais devenir meilleur que toi. Et figurez-vous que c'est exactement ce qui s'est passé. Il se lance dans la vente à domicile de télé, le porte-à-porte à l'ancienne, vraiment ding dong, bonjour, je vais vous vendre une télé, ce qui est quand même relativement compliqué. T'arrives chez un inconnu avec un produit relativement inconnu qui n'a pas une très grande pénétration de marché et t'essayes de le vendre. Un produit qui est très technologique à l'époque et qui est très cher. Et du coup, il est pas très bon. Il pensait être bon. Oui, il est bon parce que s'il a du bagou, parce qu'il est plutôt beau gosse, parce qu'il a vraiment ça dans le sang, parce qu'il a tellement une grande gueule que ça marche, mais il n'arrive pas à vendre énormément. Et là, il a une de ses premières idées, un de ses premiers conseils
concept qui vraiment façonne ce qui va être plus tard en tant que chef d'entreprise, c'est qu'il casse un peu les codes et il casse les usages. Et donc au lieu d'essayer de vendre la télé à ses clients, il leur laisse, il leur prête pendant 1 semaine, 2 semaines le temps d'essayer le téléviseur. Et qu'est-ce qui se passe? Forcément, on te met une télé gratuite chez toi, tu l'essayes, tu te rends compte que c'est super cool et tu finis par l'acheter. Et c'est là que c'est en effet devenu le meilleur vendeur de sa boîte grâce à ce petit hack finalement marketing. En fait, il a toujours voulu briller. Effectivement. C'est un mec qui a voulu briller, qui cherche la lumière. Et là, il commence à la trouver dans le business. Mais attends, je continue mon histoire parce que, ok, téléconfiance, ça marche, etc. Il commence à être le meilleur vendeur. Il dit, bah, c'est bon, ça y est, je suis entrepreneur, je suis le meilleur, je suis nanar. J'ouvre mon magasin. Il ouvre son magasin et on le voit un petit peu dans la série, c'est romancé où il ouvre son premier magasin d'électroménager avec un associé. Ça s'est vraiment passé. Et dans la série, son associé le dupe, le double et finit par récupérer le magasin. Alors ça s'est un petit peu passé comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert le magasin, ça a très bien marché au début. Après, ça a marché un petit peu moins bien. On commence à parler de difficultés de paiement, de liquidation. Globalement, le business commence à un petit peu s'écrouler. Et en effet, son associé de l'époque l'aurait un petit peu doublé. Il a un petit peu forcé la liquidation et surtout, il a mis en place un stratagème machiavélique pour tout récupérer. C'est-à-dire que la boîte s'est mise en liquidation et c'est lui-même qui s'est porté acquéreur et qui a récupéré toute la boîte pour quelques francs à l'époque. Et cette expérience-là, qui a été méga douloureuse parce que quand tu es jeune entrepreneur, tu te lances, tu commences à briller, tout fonctionne, t'es le meilleur et ton associé te vole, ça lui a fait beaucoup de mal. Sauf que c'est là également qu'il a pris conscience que quand une boîte est en difficulté, on peut la récupérer pour pas cher. Et ça va faire tout doucement son chemin dans son cerveau. Tu vas voir que ça va prendre du temps, mais quand ça va vraiment monter là-haut et qu'il va rencontrer les bonnes personnes, ça va être un bulldozer. Ensuite, il enchaîne. Il ouvre un magasin qu'on appelle Cercle numéro 1, où il vend toujours de l'électroménager, mais cette fois-ci, il voit les choses un petit peu autrement, un petit peu plus B2B. Il achète en gros, il vend en gros, et notamment à des entreprises, à des collectivités, et ça, pour le coup, ça marche bien. Cette fois-ci, il est tout seul, et cette fois-ci, il commence vraiment à faire de l'argent. C'est à ce moment-là qu'il se met à flamber, très clairement, parce que comme tu l'as dit, il veut briller. Et c'est à ce moment-là qu'il achète la Ferrari. Dès que ça commence à marcher pour lui, il a tout de suite pensé, ok, ça marche, je gagne de l'argent, j'ai le droit de le montrer. Parce que je viens d'un milieu pauvre. Il raconte plus tard dans des interviews quand il était petit, il se lavait dans une bassine, etc. Donc il vient d'un milieu tellement pauvre que quand il commence à gagner de l'argent, ça claque la Ferrari et ça part en live à partir de ce moment-là. C'est complètement un cliché. D'ailleurs, il y a une interview de sa femme, des années plus tard, après sa disparition, qui passe dans 7 à 8 et qui explique tout simplement que quand elle l'a vu arriver, elle dit, mais jamais je me mettrai avec cette personne-là, il est beaucoup trop show-off pour moi. On l'entendait arriver à 5 minutes parce qu'il avait à l'époque une Ferrari qui faisait un bruit d'enfer, donc trop show-off pour moi. Bref, fin des années 60, Bernard Tapie est déjà riche, ou en tout cas beaucoup plus riche que ce qu'il était en partant de rien. C'est pas encore un milliardaire, loin de là, mais ça commence à fonctionner. Et c'est comme ça qu'on arrive dans les années 70, la décennie que j'appellerais la décennie de l'entrepreneur prêt à tout. Il y a cette histoire qui est absolument folle. En 1974, il se dit, je vais lancer une nouvelle boîte. Il fonde Cœur Assistance, exactement comme dans la série. Il trouve des associés, notamment un médecin, et il se dit, les gars, c'est magnifique. On va fonder un service sur abonnement et on va dire aux gens que s'ils ont une douleur cardiaque, s'ils ont un problème, s'ils ont un malaise, ils vont appuyer sur leur petit collier qu'ils ont autour du cou et hop, ça sera télétransmis à leur service Cœur Assistance qui va débouler en fronde avec des médecins et qui va te sauver de ton infarctus. Alors sur le papier, ça s'appelle le SAMU. Il est en train de créer le SAMU en même temps que le SAMU, puisque à l'époque, la médecine d'urgence en France, c'est compliqué, mais les SAMU existent déjà et ils sont en train de se structurer correctement. Le service, il existe, c'est l'hôpital qui le fait, il est gratuit. Et lui, il est en train d'inventer la même chose, peut-être un petit peu plus vite parce que ça reste quand même le début, mais payant. Donc déjà, il y a un peu un conflit d'intérêts. Mais toujours est-il que ça marche. Il trouve ses premiers clients. Et il commence à faire de la pub. Et il commence à dire à tout le monde que Cœur Assistance, c'est génial. Il commence à acheter des articles dans la presse, etc. À faire des photos avec des blouses blanches, à faire des pubs télévisées. Cœur Assistance, super, c'est génial. Appelez, on vient vous sauver, on vient vous masser, on vient vous défibriller si vous faites un malaise. Et c'est absolument un banger. C'est trop bien. Sauf que il a menti en fait. C'est-à-dire que quand il dit qu'il a 5 ambulances, il en a que 2. Quand il dit qu'ils arrivent en moins de 10 minutes, parfois c'est le cas, et puis parfois bah non, parce que le mec il est pas là, il est sur un autre truc et ils arrivent en retard. Il y a des vrais risques. Donc il se prend des plaintes dans tous les sens, et notamment de l'ordre des médecins, justement parce que création du SAMU en même temps, et parce que les médecins disent non mais t'es mignon avec ton SAMU payant, mais enfin faut être sérieux quand même là. Et ça se passe pas bien. Ça va à tribunal et ça va condamnation. 1 an de prison avec sursis les amis. C'est-à-dire qu'on lui dit Bernard Tapie, t'es mignon, tu fermes ton entreprise, 1 an de prison avec sursis,
tu n'as plus le droit d'exercer et salut, tu dégages. Coup dur pour Nanar. Donc qu'est-ce qu'on fait? Là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est-à-dire qu'on a monté des trucs, on s'est fait duper par son partenaire, on a monté un autre truc, on a commencé à faire de l'argent en roulant Ferrari, on monte une nouvelle entreprise révolutionnaire, on se la fait fermer et puis on prend 1 an de prison avec sursis. Il est un petit peu désemparé. Mais dans cette même décennie, fin des années 70, avec ce qui s'est passé, la liquidation, son ancien associé qui a tout récupéré pour pas cher, qui lui a trotté dans la tête pendant quasiment presque 10 ans, il monte son équipe de reprise d'entreprise. Lui aussi, il se dit ok, quand une entreprise va mal, quand elle a des difficultés de paiement, on peut la récupérer pas cher. Et c'est exactement toute sa thèse. C'est à ce moment-là qu'il rencontre Jean-Louis Borloo, celui qu'on connaît aujourd'hui comme un politique, qui à l'époque était tout simplement son avocat d'entreprise. Et avec Jean-Louis Borloo, il monte une double équipe. On a une équipe qui étudie les business, qui regarde vraiment les chiffres, l'actif, le passif, les dettes, etc. Et une équipe qui audite les équipes dirigeantes et les salariés. Et ça leur permet très vite de scanner un maximum d'entreprises et ils font tout simplement du M&A, mais d'entreprises en difficulté. Et c'est de là aussi que vient finalement un petit peu le mythe que Tapi rachetait tout pour un franc symbolique. Comme j'avais pas tellement d'argent, je me suis forcément attaché à des sociétés qui ne valaient rien. Les seules sociétés qui valaient rien sont des sociétés qui s'étaient cassé la figure. Il commence en 1977 avec une papeterie, on la voit dans la série Digue et Denis. Sauf que il a été beaucoup plus malin que ça. C'est-à-dire qu'il y avait une première papeterie qui faisait de l'argent, qui était rentable, et une deuxième papeterie qui faisait moins d'argent, qui était moins rentable, mais qui était super intéressante. Et puis du coup, si on venait mettre les deux ensemble, on prenait un petit peu une position de leader, et puis ça permettait en plus, bien sûr, de mettre les capacités de production, les capacités de travail, les salariés, de faire des économies d'échelle, tout ça ensemble. Ça faisait vraiment un groupe qui était puissant. Sauf qu'on n'avait pas assez d'argent pour racheter. Parce que d'un côté, ça coûtait cher, et puis de l'autre côté, certes, ça coûtait pas cher, mais on pouvait racheter celle qui coûtait pas cher et pas celle qui coûtait cher. Qu'est-ce qu'on fait? Il achète la première boîte, celle qui est en difficulté, pour 1 franc symbolique. Il va voir la banque. Il dit, j'ai acheté cette entreprise, elle est trop bien, elle est géniale, c'est le futur de la papeterie, on va tout péter avec cette entreprise, prêtez-moi de l'argent. La banque, c'est compliqué, elle refuse à moitié, etc. Il continue à magouiller, il arrive à se faire racheter, écoute-moi bien, il se fait racheter l'entreprise par la banque. Pas la banque rachète l'entreprise. La banque prend les parts de l'entreprise en gage et prête 15 millions à Tapi. Et si jamais ça se passe mal, elle a l'entreprise. Mais ce qu'elle sait pas trop ou à moitié, c'est que l'entreprise vaut rien. Mais bref, il arrive à faire cette transaction. Donc il donne à la banque une entreprise qui vaut que dalle, il s'est prêté 15 millions de francs. Avec ces 15 millions de francs, il va racheter la deuxième entreprise, celle qui est rentable. Et celle-là, elle a des sous dans les caisses. Elle a 16 millions 8. Très précisément. Donc il rachète la deuxième entreprise, il récupère bien sûr la trésorerie, 16 millions 8, il retourne voir la banque, il dit tiens je vais racheter l'entreprise là que je t'avais gagée là pour les 15 millions. Et donc résultat, il a acheté une entreprise 1 franc, il s'est fait prêter 15 millions, il a acheté une autre, et il a tout récupéré pour 1 franc. Premier coup de tonnerre. Il a récupéré 1,8 million alors? Non, mon petit. Il a récupéré beaucoup plus. Parce que certes, il a récupéré 1,8 million rapidement comme ça, sauf que il met les deux entreprises ensemble, il clean un petit peu ce qu'il y a à cleaner, des licenciements, il récupère des machines d'un côté, de l'autre, etc. Et c'est devenu vraiment une grosse entreprise dans la papeterie. Et ça lui rapportera pas 1,8 million, mais ça lui rapportera 20 millions en quelques années quand il revendra juste après. Et il enchaîne. 1979, Manu France. Pareil, une vieille marque qui n'existe plus aujourd'hui. C'était des articles de pêche et de chasse par correspondance. Il la remonte, bam, succès. Ensuite, il rachète quoi? Il rachète la vie claire des magasins bio. Il y en avait 250 à l'époque. 250 magasins bio, pareil. Il met la main sur la vie claire, il restructure, il améliore le truc. Ensuite, il a acheté Terraillon. Pareil, 1 franc symbolique celle-ci. Terraillon, tout le monde connaît, je pense, non? Non. Juste pour info, à l'époque, Terraillon, elle perd 19 millions de francs par an et il l'aura revendu, quand il a fini de la restructurer, 33 millions. Il est pas trop mauvais en restructuration d'entreprise, il enchaîne avec Toshiba France. Il rachète une filiale française de Toshiba en partie, etc. Il va restructurer, il va magouiller un maximum. On le voit aussi très vite dans la série, c'est quand son associé, il revend Toshiba France, ok, il fait croire qu'il a revendu très peu cher. Il dit à son pote, qu'on voit dans la série, Bernard Tranchant, qui est son associé là-dessus parce qu'il a besoin d'argent pour racheter, c'est bon, c'est vendu, tiens, voilà 1,8 million. J'ai vendu 1,8 million. En vrai, il a vendu 13 millions. Bon. Là, il y a un petit oubli. Il manque un bout. Tu me dis, j'ai vendu 1,8 million, j'ai vendu 1,9 million. Je lui dis, ah, c'est un problème. Il a vendu 13 millions, l'ami Nanar. Attaque en justice, ça se finit en accord financier, etc. Il enchaîne avec Testu. Testu, on connaît pas? 1 franc symbolique, tout pareil. Il restructure, etc. Alors là, pareil, un bordel absolument monstre. Il finira par être condamné et il devra 300 000 francs de dommages et intérêts. Ça, c'est pas super bien passé. Ensuite, c'est 2 plus gros succès. Les fixations Look, qui est une marque qui a très longtemps existé, c'était des fixations de ski et plus tard, des fixations de vélo. C'est d'ailleurs lui, avec son équipe chez Look, qui a inventé la pédale automatique de vélo. Tu sais, que tout le monde a aujourd'hui sur les Tours de France, là, les mecs trop stylés. Là. C'est lui qui a inventé ça avec son équipe. Quand il a repris cette entreprise-là, ça a fait beaucoup d'argent. Il a notamment sponsorisé des équipes du Tour de France, etc. Le Tour de France a été gagné avec cette pédale. Ça lui a fait une pub absolument dingue et ça a très bien fonctionné sur cette entreprise qui a été revendue au bout de 5 ans, 260 millions de francs.
Je te rappelle qu'il a acheté un franc symbolique. Un franc, 260 millions de francs. Ensuite, il achète Wonder. Les piles Wonder, la fameuse pub que tout le monde a vue avec Bernard Tapie, je marche à la Wonder. Je marche à la Wonder. Il a racheté ça 30 millions en 4 ans, il a revendu 470 millions. 30 millions, 470 millions. Nanar, ça encaisse fort. Il enchaîne avec Tournu, avec Donnet, il enchaîne avec Bernard Tapie Finance, qui était sa holding, qui finira par coter en bourse pour lever encore plus d'argent, et il finira par Adidas, qui est son plus gros succès, et ce qu'il aura finalement plombé, mais on garde ça pour un petit peu plus tard dans cette vidéo. Ce qu'on comprend en tout cas, c'est que une fois qu'il a compris la recette d'acheter soit à la casse complet, donc pour 1 franc, soit moins cher que la valeur faciale par le jeu justement financier, ils enchaînent et tous ensemble, ils rachètent, ils consolident, ils revendent, ils restructurent. Alors oui, il a eu mauvaise presse d'un côté parfois parce que forcément quand tu rachètes une boîte qui va mal, souvent elle va mal parce qu'elle a été mal gérée. Si elle a été mal gérée, peut-être qu'il y a trop de personnel. Donc oui, il a pas mal restructuré, il a pas mal licencié de personnes, mais il a aussi fait en sorte de créer de l'emploi. Parce que d'un côté, oui, il a licencié, mais quand tu refais monter des boîtes, tu les nettoies et après tu les refais monter, tu réembauches, tu réinvestis dans des lignes de production, etc., etc. Il a vraiment ce côté businessman de génie très bon pour faire de l'argent et également ce côté, à l'époque, un petit peu controversé du mec qui vient dépecer les entreprises. Il a aussi créé beaucoup d'emplois, donc chacun dira dans les commentaires ce qu'il pense. En tout cas, au niveau entrepreneur, au niveau entrepreneuriat, au niveau création d'argent, création de richesse, c'est beau. En quelques années, il a sauvé 7000 emplois. Et ce faisant, s'est constitué à bon compte, uniquement à partir d'entreprises jetées à la casse, un groupe industriel qui vaut déjà son pesant de milliards. C'est un peu l'inventeur du business angel. Ouais, même pas vraiment business angel, parce que le business angel prend beaucoup de risques, tu sais, il met à risque ses parts, enfin oui, il met à risque son argent au début pour récupérer des parts sur un pari d'un truc qui est pas trop lancé. Lui, il prend un truc qui a été lancé et puis qui s'est pété la gueule et il vient mettre à risque parfois de l'argent et parfois zéro argent. Et c'est ça la beauté du truc, c'est-à-dire qu'il prend des business qui se portent tellement mal que pas grand monde en veut et lui il dit ok, bah vu que personne en veut, c'est que ça vaut rien. Si ça vaut rien, vendez-la moi pour 1 franc et moi au moins je vais sauvegarder des emplois. Et ça se comprend aussi un petit peu, c'est-à-dire que personne en veut. De toute façon, la boîte elle allait fermer, elle allait être liquidée, tout le monde allait être licencié. Lui il rachète, certes il licencie peut-être la moitié des gens, mais il y en a la moitié qui gardent leur emploi. Ils avaient mis au point un système qui leur permettait de racheter des boîtes en difficulté. Ensuite, ils dégraissaient et ensuite ils revendaient au meilleur prix une fois qu'il avait fait le nettoyage. Et c'est comme ça qu'il a fait une fortune colossale parce qu'à l'époque, il sautait vraiment sur tout ce qui bouge. Il y a un coup vraiment qui est magnifique, qui a pas trop grand chose à voir avec l'entrepreneuriat. En 1979, à la fin de cette décennie-là, le coup Bokassa. Dans les années 70, il y a un fou en Centrafrique qui s'appelle Bokassa. Jean Bedel Bokassa. Au début, c'est juste le président. Bon, il est un petit peu tyrannique, il torture un petit peu ses opposants, sa population crève de faim, lui, il garde un petit peu tout l'argent. Bon, c'est pas le meilleur président du monde. Un beau matin, se proclame président à vie. Voilà, il dit, écoutez, je suis le président, donc c'est moi qui décide. Maintenant, je suis président à vie. Donc là, tu sens déjà que ça commence à puer. Après, il se proclame maréchal. Pourquoi? Je sais pas, ça devait lui plaire, le maréchal Bokassa. Et ensuite, il se proclame empereur. Je rigole pas, c'est pas une blague. Hein. L'empereur Jean Bedel Bokassa, empereur à vie de Centrafrique. Dans les années 70, c'est plus trop la mode des empereurs. Et puis, c'est le meilleur, c'est le plus riche, c'est le plus beau. Et dans son pays, ça crève de faim. Et puis, il bute tous les opposants de toute façon. Donc, t'as compris un petit peu le personnage. Il se fait renverser par la France. Parce que la France, hein, historiquement, on sait très bien qu'ils ont beaucoup d'intérêt en Afrique et qu'ils interfèrent même peut-être un peu trop avec ce continent. Donc il se fait finalement renverser un beau jour par la France et le régime français qui dit là t'es mignon Jean Bedel, mais t'as un petit peu trop pété un plomb Jean Bedel, ok? Tu peux tuer 3 personnes, oui. Tu peux te proclamer président à vie, ça passe encore, mais empereur, non. Empereur ça va trop loin. Les soirées, hein, t'en fous partout, c'est dégueulasse, on doit changer la moquette tous les 2 jours. Jean Bedel tu dégages. Et puis tu vas me dire mais quel rapport avec Bernard Tapie? Est-ce qu'on est sur une vidéo sur Jean Bedel Bokassa ou Bernard Tapie? Bernard Tapie il voit ça. Il devait être devant la télé, BFM télé à l'époque. Jean Bedel Bokassa, destitué, renversé par la France, il part en exil, il part se cacher, etc. Sauf que Jean Bedel, il avait un petit peu de patrimoine immobilier en France. Et Bernard Tapie, il se dit, il y a peut-être un coup à jouer. Donc, il contacte Jean Bedel. Il va voir Jean Bedel. Il dit, Jean Bedel, Jean Bédou, ton patrimoine immobilier en France, là, tu sais que l'État français va te le saisir, parce que tu sais qu'ils t'ont viré du truc. Là, ils sont après toi. Là, le fisc, etc. Moi, j'ai des infos. En haut lieu, tu vas être saisi de façon vraiment, là, c'est demain. Donc maintenant, t'as 2 solutions, bonhomme. Soit t'attends de te faire emprisonner, voler, séquestrer, saisir tes biens immobiliers, soit tu me les vends. Je suis là. C'est exactement ce qui s'est passé. Il a acheté 7 propriétés, dont 4 châteaux, pour 10% de la valeur totale. Ok, j'ai noté soit 12,5 millions francs à l'époque, hein, mais bon, 12,5 millions au lieu de 125 millions, ok. Et le pire, c'est que ça passe. C'est-à-dire que Jean Bédou, il lui vend
ses propriétés, ses châteaux, etc. Et Bernard Tapie, il dit ok, et c'est pour ça que le coup est magnifique. C'est, je sais pas, c'est le coup Robin des Bois. Il dit, je vais donner ces biens là, je les ai dépossédés, je les ai volés aux riches, aux méchants, à Jean Bedou, pour les donner à l'UNICEF. Et parce que ça fait grand bruit bien sûr, et il dit non, et ce patrimoine immobilier là, il va aller à l'UNICEF justement pour réparer une partie des conneries de Jean Bedou. Mais Jean Bedou, lui, de son côté, bah, il entend tout ça, ça fait pareil, et donc il l'attaque en justice, et il gagne, forcément, hein, les investisseurs immobiliers, vous le savez, récision pour lésion, tout simplement. Tu peux pas acheter à 10%, peu importe si le mec c'est la pire crevure du monde, tu peux pas acheter à 10% quelque chose qui vaut 100%, c'est pas possible, c'est pas légal, donc la vente est annulée, et Bernard Tapie est condamné à 100 000 balles, 100 000 francs à l'époque de dommages et intérêts. Une grosse somme, mais pour Bernard Tapie, qui est déjà très riche à l'époque, pas une somme complètement dingue. Mais par contre, et là où tout le coup est magnifique, c'est qu'à l'époque, Bernard Tapie, il est pas connu. C'est un mec, oui, il est connu dans les petits milieux des entrepreneurs, des mecs qui ont des usines, etc. Mais c'est personne à la télé, personne le connaît. C'est pas un politique à l'époque, c'est pas un mec qui passe encore beaucoup dans les pubs, etc. C'est personne. Et ce truc-là le propulse direct en une du New York Times. Pourquoi? Je sais pas. Les Américains ont dû se dire tiens, c'est stylé là, le petit Bernard Tapie qui a volé les châteaux à Jean Bedel pour le donner à l'UNICEF, et voilà, ça fait une histoire, ça finit une du New York Times. Forcément, qu'est-ce qui se passe quand il y a du New York Times? Les journaux français, la télé française reprend l'information et... Ça peut dire qu'il y en a qui voulaient que Bokassa garde ses châteaux. Alors à ce moment-là, ça c'est aussi un côté Bernard Tapie, on sait plus trop si c'est sincère, si c'est un coup de démagogie, de pub, l'argent à l'UNICEF, vous en avez donné? Bernard Tapie, à partir de là, devient quelqu'un, devient un petit peu une star, et en plus avec un marketing, avec une vision des gens qui est plutôt bonne. Parce que l'histoire c'est, voilà, j'ai volé les méchants dictateurs pour donner à l'UNICEF. Ils ont gardé les châteaux? Ah non, la vente a été annulée. Donc la vente annulée, ça veut dire c'est pas juste tu dois des dommages et intérêts et tu gardes les châteaux. Hein. La vente annulée, c'est tu rends l'argent, tu rends les propriétés et tu payes des dommages et intérêts. Donc Jean Bedel a récupéré son patrimoine. Ah, au final, ça lui fait un coup de com pour 100 000 balles. Quoi. Ça lui fait un coup de com à plusieurs millions pour 100 000 balles, très clairement. Il a acheté d'être bien vu, il a acheté de passer dans le New York Times, il a acheté de passer dans tous les journaux à l'époque. Et ça nous emmène à la décennie 80, les années 80 que j'appelle la décennie de la consécration. Dans les années 80, après le coup de com' de Jean Bedel, les journalistes qui s'intéressent à lui, sa façon de communiquer, sa belle gueule, etc., ça y est, il est connu, ça y est, il est partout. Et son branding à ce moment-là, c'est « Je suis l'entrepreneur moderne, je suis l'entrepreneur du 20e siècle, du 21e siècle, de demain. Je viens de nulle part, je suis devenu riche, je ne m'en cache pas. » Il a énormément d'interviews où il dit que voilà, sa valeur c'est l'argent, qu'il est là pour faire beaucoup d'argent, qu'il est un des meilleurs dans ce qu'il fait. Mais moi j'assume, je suis un vrai capitaliste, qui vit comme un capitaliste. Moi, j'ai le droit au profit, je me le donne, ce droit. Ça veut dire que j'ai le droit d'avoir un jet, je l'ai gagné. Il n'y a rien de plus redoutable de vivre dans un système capitaliste avec des gens qui ne le sont pas. Or, l'unité de mesure d'un système capitaliste, c'est l'argent. Mais qu'il y a toujours un petit peu ce côté, également, voilà, je viens de la rue, je me suis fait tout seul, j'ai rien volé, voilà. Et surtout, j'utilise cet argent pour faire le bien. Et on le verra plus tard, il a quand même fait des trucs pas mal avec cet argent. Mais en tout cas, il est partout. Il fait le Tour de France avec Bernard Hinault, c'est-à-dire que, pas compliqué, encore une histoire intéressante, c'est-à-dire qu'il a racheté la Vie Claire, il a les fixations Look qui font les fameuses pédales de vélo, Tour de France quoi. Donc il fait sa propre équipe de Tour de France, et puis il gagne 2 fois le Tour de France, 1 fois le Tour d'Italie, donc ça vient pousser un petit peu le mythe Tapie qui est passionné de sport, pour tout simplement faire encore plus parler de lui, parce qu'il est partout sur les interviews avec les coureurs cyclistes, etc. C'est vraiment une star dans les années 80. Il achète également le Fossea, qui est un voilier magnifique, un 4-mâts absolument superbe, tout en boiserie, etc. Sauf que il se contente pas d'acheter un yacht, quoi. Il achète déjà un bateau un petit peu sportif, certes très luxueux, mais un petit peu sportif, et qu'est-ce qu'il fait? Il bat juste un petit record du monde, quoi, vite fait. Il bat la traversée de l'Atlantique. 8 jours, 3h29, c'est 2 jours de moins que le précédent record du fameux Eric Tabarly. Ça fait parler d'une façon énorme et ça apporte tout simplement à son crédit d'entrepreneur et à son crédit de chef d'entreprise qui se dépasse, qui est sportif, etc. Et il est vraiment partout. On a vu les fameuses émissions, on a tous en tête les extraits avec Véronique et Davina quand il est dans Gin Tonic en train de faire son petit footing le matin. La fin de l'interview où il dit bon maintenant les filles, moi ce que j'attends c'est d'aller prendre la douche avec vous. Allez, on boxe un peu. Mais moi, je suis très content, d'autant que, d'après ce que je sais, à la fin, il y a une douche. En fait, il a un bagou qui est dingue, il est plutôt jeune, il est très riche, il vient de nulle part, et en plus, l'enculé, il est plutôt beau gosse. Donc, il a tout. Et à cette époque-là, il a tout. Dis-toi qu'il est première personnalité préférée des jeunes, et il est deuxième personnalité préférée des femmes, derrière Alain Delon. C'est-à-dire, il y a Alain Delon, et il y a Bernard Tapie. Tu vois le truc, on parle d'un entrepreneur, on parle pas d'un acteur, etc. à l'époque. On parle d'un entrepreneur qui monte sa tête partout, et qui sait tout simplement la puissance du personnage
personal branding, avant les réseaux sociaux, avant Instagram, avant absolument tout. Le personal branding pour Bernard Tapie passe par les journaux, le papier, les journaux télé et la radio. Tu veux dire tel point l'influenceur que pendant cette décennie, il rachète l'OM. Alors tout le monde connaît l'histoire, je te la refais pas, ok, il rachète l'OM. Sauf que ce que les gens peut-être savent pas, c'est qu'il rachète l'OM pour un franc symbolique, hein, parce qu'à l'époque, bah, c'est une équipe de merde, hein, faut dire ce qu'il faut dire. Ils gagnent rien, ils sont loin dans le championnat. Donc lui, il arrive, il dit, tout le monde me connaît, je suis Bernard Tapie, j'adore le sport, j'adore le foot. Je vais racheter l'OM, je vais vous sauver. Donc on lui vend pour une bouchée de pain. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il investit fort, il prend tous les meilleurs joueurs. Après leur passage à l'OM, c'est devenu du monde, quoi. Papin, Cantona, Boli, Deschamps, Desailly, Barthez, Coupe du Monde 98, ça. Ils ont commencé avec Tapie à l'OM. 4 fois champion de France consécutif. 89, 90, 91, 92, Ligue des Champions, jusqu'au match au MVA qui aurait été truqué, qui aurait été un petit peu payé, qui aurait été un petit peu valise de billets enterrée dans un jardin. On connaît l'histoire, on l'a vu dans la série, c'est plutôt bien raconté. Et il se fera choper, hein, très clairement. Il ira en prison un petit peu plus tard à cause de ça, parce que tout simplement, il est prouvé qu'il a fait payer des joueurs pour perdre. Et il va se prendre la plus grande peine de prison jamais vue pour ce genre d'exaction. Cette chasse s'organiser avec un seul objectif. Tuer Tapie. Certes, il y a des ennuis, mais on est encore dans la montée absolument folle. C'est-à-dire qu'on est au moment de l'émission Ambition, où TF1, à force de le voir partout à la télé, parce qu'il est invité partout, hein, RMC, etc., lui dit « Attends, il y a un coup à faire avec Tapie », et lui file son émission en prime time. Je veux dire, on parle d'un chef d'entreprise, un peu influenceur, qui a un prime time sur TF1 qui s'appelle Ambition, où le but du truc, c'est qui veut être mon associé avant l'heure. Hein. C'est-à-dire que c'est Bernard Tapie, il prend des petits jeunes qui veulent lancer leur business, et puis il leur parle, il les aide, etc. C'est clairement qui veut être mon associé, avec juste Bernard Tapie, 40 ans plus tôt. Dans cette décennie aussi, il lance des écoles de commerce, pareil, c'est un petit peu le give back de Bernard Tapie, il a ça tout au long de sa carrière, c'est qu'il lance des écoles de commerce réservées aux jeunes au chômage ou aux jeunes qui peuvent pas se payer d'études, etc. Et il va les former à la vente, au commerce. Si on devait se souvenir d'un truc chez moi, j'aimerais que ce soit... J'ai fait des écoles pour les jeunes qui étaient sans boulot, et on en a sorti près de 10 000, sans rien demander à personne. Il a quand même formé plus de 10 000 jeunes gratuitement là-dedans. Et il a un petit peu toutes les facettes. Et ça nous emmène dans la décennie 90, c'est la descente aux enfers. C'est là que tout part en couille, très clairement. Parce que jusqu'à là, finalement, tout lui réussit, il est beau, il est grand, il est riche. Là, il se lance en politique. Alors au début, un petit peu happé par l'appât du pouvoir et de briller encore plus, et également par son côté je veux aider mon pays qui était vrai chez lui, on peut pas dire que c'est un mec qui faisait semblant, il voulait aider son pays, il voulait faire baisser le chômage, il voulait aider les jeunes, il voulait promouvoir l'entrepreneuriat, il accepte de se lancer en politique. En gros, il devient protégé de François Mitterrand, un proche de François Mitterrand, il se démerde pour le rencontrer, il accepte, ils se font un petit peu un numéro de charme mutuel, François Mitterrand arrive à le choper, arrive à le faire rentrer à la gauche finalement, chez les socialistes, alors il aura jamais sa carte socialiste, et d'ailleurs il s'en défend toute sa vie en disant je suis pas socialiste, je suis de gauche, mais ça veut dire quoi la gauche finalement? Parce que le mec est milliardaire et d'ailleurs on lui claque souvent en interview, t'es milliardaire de gauche. Donc il y a un problème parce qu'à l'époque il est milliardaire. Et il est difficile de dire je suis de gauche parce qu'on sait plus très bien où se trouve la frontière et qu'est-ce qui délimite la droite de la gauche. Il a un petit peu toujours cette étiquette, je suis l'homme politique de gauche proche des citoyens mais en même temps le mec qui a réussi. Et au début ça se passe bien, on se souvient des débats complètement fous où il écrase Jean-Marie Le Pen, on se souvient de tous les coups de gueule à la télé qui sont tous plus magnifiques les uns que les autres. Vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur. Monsieur. Vous êtes un pitre, monsieur. Là c'est pas physiquement, monsieur Tapie, il vous en cuirait. Parce que vous avez votre garde du corps là. Non, moi. C'était le politique avec les grosses couilles, le franc-parler, la grande gueule, et ça l'a rendu encore plus connu. Vous êtes un pauvre mec. Vous êtes une boîte aux lettres en fait. Je sais pas à quel point il était conscient de sa capacité de buzz. Il se pointe à un meeting du Front National un jour. Il monte sur scène, bizarre, et il commence à rentrer dans le jeu et à faire un discours. Et il dit voilà, moi je vous ai compris, je suis dans votre camp. Et il dit je propose que demain on mette tous les immigrants sur un bateau et qu'on les renvoie de France. Tout le monde là, ouais, tch. Et il continue. Et il dit et quand ils seront assez loin, je propose qu'on coule le bateau. Et tout le monde est là, ouais. Et là il laisse un petit silence, un petit peu gêné. Et il dit vous voyez, là je viens de vous proposer de tuer des femmes, des enfants, de faire un génocide, de couler un bateau plein d'immigrés, et vous avez tous applaudi, vous avez tous accepté, vous avez tous en liesse, vous êtes tous une grosse bande de connards. Et la fin de la citation, c'est un truc genre et je vous propose tous et toutes demain matin quand vous vous raserez et quand ou que vous vous maquillerez en vous regardant dans la glace, de vous gerber dessus. Et demain matin, quand vous regardez dans la glace, eh bien, gerbez-vous dessus. Et je me rappellerai toujours que les applaudissements ont commencé à s'arrêter. Il y avait un silence de mort et là je lui dis on s'en va parce que là tu vas te faire lâcher. Bon, sauf que, on l'a dit, il y a des histoires en cours.
Il y a l'histoire au MVA qui commence à surgir et qui commence à sortir dans la presse, et donc il est forcé de démissionner parce que tu peux pas être d'un côté bientôt condamné ou en tout cas une procédure judiciaire en cours et être élu. Contrairement à ce qu'on voit dans la série, Mitterrand le soutient très fort. Il n'est pas du tout en train de lui taper sur la tête, un petit peu comme c'est montré dans la série, mais c'est très romancé. Mais il doit quand même démissionner. Par contre, il s'est passé un truc juste avant. Je te rappelle que avant que tout ça ne démarre, il avait finalement racheté Adidas, qui était son plus gros coup. Adidas, marque que tout le monde connaît, qui existe encore aujourd'hui, qui est absolument un géant de l'équipement sportif, qui à l'époque se porte pas super bien, mais c'est quand même une grosse boîte, et que Bernard Tapie avait racheté à peu près juste au moment de son entrée en politique, juste avant, pas pour un franc symbolique cette fois-ci, mais pour beaucoup d'argent, à tel point que Adidas tout seul pesait 2 fois plus cher que toutes ses sociétés, tout son groupe, tout le groupe Bernard Tapie. Donc il avait fait un gros coup. Il s'était fait financer comme d'habitude par le Crédit Lyonnais, qui est sa banque qui le suit depuis toujours sur ses acquisitions. Et au moment où toutes ces affaires éclatent, qu'est-ce qui se passe? Mais ça commence à devenir un petit peu tendu. Il est notamment ministre, qui démissionne, il est en politique, il y a des affaires qui commencent à éclater, puis en même temps il est à Adidas, ça commence à faire beaucoup. Et le pouvoir en place, et notamment Mitterrand, lui demande si vous voulez rester ministre, si vous voulez rester dans la politique, il va falloir vendre Adidas. Vous pouvez pas être à la tête d'une des plus grandes entreprises d'Europe et en même temps être ministre. Il y a un problème. Donc il avait mis en vente Adidas. Sauf que tout pète en même temps. Les manipulations du match au MVA, etc. Il doit démissionner. C'est un petit peu tout son empire qui tout doucement se pète la gueule. Et vu que c'est un personnage très médiatique, qu'est-ce qui se passe? Les journalistes, l'opinion publique, tout le monde aime le sang. Donc c'était Tapie le meilleur, le plus beau, le plus grand. Et là maintenant c'est Tapie, l'escroc, l'entrepreneur qui hésite pas à faire des trucs hors la loi, à mettre des dessous de table, etc. Et on est en pleine vente d'Adidas. Et donc qu'est-ce qui se passe? La banque, le Crédit Lyonnais qui avait financé, commence à tiquer. Mais Mitterrand, qui justement protège Bernard Tapie depuis toujours, fait intervenir son cabinet. Il y a des coups de téléphone qui sont donnés, c'est raconté en interview par justement le directeur du Crédit Lyonnais de l'époque, où il y a des pressions qui sont mises vraiment fortes sur la banque en disant écoutez, embêtez pas trop Tapie, il est important pour nous, etc. Comme on ne voulait pas être rigoureux, méchant avec Monsieur Tapie, on a fait un habillage. Oui, c'est vrai qu'il y a un habillage. Mais l'habillage n'était pas fait pour le tromper. L'habillage était fait pour le sauver, pour lui sauver la face, et un peu plus que la face, pour sauver ses intérêts matériels dans Adidas. Donc ça se tasse à peu près, ça se tient à peu près pour l'instant. Sauf que c'est la politique. Et la politique, ça se passe bien quand tes copains sont au pouvoir. Et au bout d'un moment, il y a une alternance. C'est-à-dire que le président, c'est toujours Mitterrand, sauf qu'il y a un nouveau Premier ministre qui arrive, Balladur, avec son copain de l'époque, pré-futur traître, Nicolas Sarkozy. Et ils arrivent tous les deux. Et donc, un tout petit grain de sable qui a finalement fait dégringoler le château de cartes Adidas. Le directeur du Crédit Lyonnais, qui est une banque, faut le savoir, publique, qui appartient à l'État en grande partie, bien il est changé. Et donc, ce qu'il fait, c'est que tout simplement, il va demander le remboursement des avoirs à Bernard Tapie en disant ok, tu nous dois plein d'argent, on est en train de vendre Adidas, etc. Mais on va tout bloquer, on va tout geler parce qu'on suspecte que tu aies moins d'argent que ce que tu nous dis et donc que tu vas avoir une difficulté à rembourser. Donc ils font ce qu'on appelle une activation des garanties, ils activent les garanties et donc c'est soit tu rembourses, soit on te saisit. Sauf que le problème c'est que Bernard Tapie ne peut pas rembourser parce que oui, il a touché une première partie de la vente et de l'argent mais pas assez pour tout rembourser. Et donc il y a une saisie qui est absolument dingue qui passera à la télé en long, en large et en travers, des biens de Bernard Tapie, vraiment comme dans les films, où les huissiers se pointent et ils sortent de l'appartement avec des tableaux et des meubles, etc. L'homme d'affaires a cette fois été sorti du lit par une douzaine de déménageurs, 2 commissaires-priseurs, un huissier, un commissaire de police. Sauf que ce qui se passe avec Adidas, c'est qu'on se rend compte, Bernard Tapie du coup, il rentre en guerre avec sa banque, il creuse un peu tout ça et il se rend compte que la banque a un conflit d'intérêts. Pourquoi? Parce qu'elle gérait les affaires de Bernard Tapie, ok, d'un côté, et de l'autre côté, elle se chargeait de la vente d'Adidas. Parce qu'il fallait à tout prix vendre Adidas, je te rappelle, parce que Bernard Tapie était ministre à l'époque. Donc, elle gère, d'un autre côté, elle vend. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'elle s'est mise dans le pool d'acheteurs. Et là, il y a un conflit d'intérêts. C'est-à-dire qu'elle vend à un industriel français, et au lieu de faire juste une vente, elle est au milieu, elle est dans les actionnaires. Donc la banque elle-même fait partie des actionnaires. Et sur une vente en 2 temps, va prendre et des commissions et une partie du produit de la vente. Et Bernard Tapie, quand il se rend compte de ça, il attaque tout simplement la banque, qui elle-même avait activé les garanties. Donc on est dans une guerre complètement ouverte et complètement médiatique et à grands coups d'attaque en justice pour conflit d'intérêts, pour défaut de conseil, etc., etc. Donc d'un côté, le patrimoine de Tapie est gelé, ses avoirs sont saisis. De l'autre côté, il est prouvé, en tout cas sur le papier pour l'instant, et ça commence à bien se passer au tribunal, que la banque a fait un conflit d'intérêts et a volé de l'argent, très clairement, apparemment, et a pris de l'argent, a chippé une partie de la caisse pendant la transaction parce qu'elle était jugée partie. Donc c'est un bordel absolument monstre. Et ce bordel monstre va durer 25 ans.
jusqu'à la mort de Bernard Tapie. On en a tellement parlé, en fait, qu'à un moment, il y a eu ce qu'on appelle un arbitrage. Si c'était si simple, ça serait trop simple. Le Crédit Lyonnais, au bout d'un moment, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fini par eux-mêmes faire faillite. C'est-à-dire que la banque était elle-même en presque faillite. Peut-être que Tapie aurait pu la racheter pour un franc symbolique, mais bref. Étant donné que cette banque était publique, appartient à l'État, on a fait ce qu'on appelle un CDR, Consortium de dette et réalisation. C'est un mot compliqué pour dire que vu que le bordel est en faillite mais qu'il appartient à l'État, bah les règles sont pas les mêmes parce que ça appartient à l'État, donc on va pas laisser ça à tout le monde. Non, on fait ce petit consortium là et puis on va essayer de se dépatouiller. Ça permet quoi? Bah, ça permet de faire ce qu'on appelle un arbitrage. C'est-à-dire qu'on va dire on arrête de laisser ça à la justice. Parce que nous, c'est l'État, on fait ce qu'on veut, hein, on est toujours au-dessus. Donc on va récupérer le truc à la justice et on fait ce qu'on appelle un arbitrage. Et donc on met des juges arbitres qui sont des gens choisis un petit peu, les copains, des copains en politique, etc. Et en fait, ce qui se passe à l'époque, c'est qu'on est beaucoup plus tard dans le futur et que le président de la République, bah, c'est pas Mitterrand, c'est pas Balladur le Premier ministre, c'est Sarkozy maintenant. Bah oui, parce qu'il s'est passé de l'eau sous les ponts, hein, ça fait des années que ça dure. Et en ministre, qui est-ce qu'on a? Jean-Louis Borloo, dis donc. Bah, Jean-Louis Borloo, c'était pas l'avocat de Tapie et qui lui a permis d'aider à racheter un ami de toujours. Il semblerait quand même qu'il y aurait eu quelques petites manipulations de la part du pouvoir pour permettre de mettre en juge-arbitre des gens qui étaient quand même plutôt favorables à Tapie. Puisque ceux qui décident qui sont les juges-arbitres, c'est les politiques, et c'est eux qui ont récupéré le truc de la justice. On a dit les juges, hop, 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 et on met les copains. Et bah bizarrement, Bernard Tapie récupère plus de 400 millions. La commission lui donne tout à fait raison, on dit vous avez raison, il y a eu un conflit d'intérêts, on a tranché 400 millions. Donc Tapie récupère tout son argent d'un seul coup, c'est génial, parce que après, bah, qu'est-ce qui se passe? Les politiques changent, et c'est François Hollande. Et François Hollande, qu'est-ce qu'il fait quand il arrive? Il prend un dossier, il ouvre, il fait Bernard Tapie, Nicolas Sarkozy, ok, on va vérifier. Il vérifie, il rentre ça à la justice, il récupère l'argent. Non, finalement, ce qu'on a dit, c'est non, tu nous rends. Donc Tapie doit rendre l'argent, mais à chaque fois, il y a des intérêts. Parce qu'au début, c'était 200, puis 250, puis 300, puis 400, puis 600, parce que les intérêts continuent à courir, les intérêts de la dette, etc. Donc Tapie est condamné à rendre, et Tapie est réattaqué en justice pour escroquerie, etc., etc., avec les copains de l'époque, une partie des juges arbitres, un bordel monstre, ça dure 25 ans. Et jusqu'à la mort de Bernard Tapie, il était toujours en procédure judiciaire autour de cette affaire Adidas. Donc ça a été son plus gros coup en termes d'argent, en termes de notoriété aussi peut-être, mais ça a été aussi un des pires coups de sa vie, tout simplement, qu'il a suivi jusqu'à sa mort. Mais je reviens en arrière, on ferme la parenthèse Adidas. Ok, on a compris ce que c'était. Mais je te rappelle qu'on était dans les années 90. Et on va revenir en 1995, parce que justement, en 1995, qu'est-ce qui se passe? Tapie a été condamné pour le match truqué au MVA. Il va aller en prison, on le sait. Mais au même moment, il peut plus rien faire. Puisqu'il est interdit de diriger une entreprise, il est interdit d'exercer une profession dans le sport, et il est en faillite personnelle. En effet, ça fait beaucoup. Donc il peut plus rien faire à ce moment-là. Et il va aller en prison. On va le savoir juste après. Je veux dire, on fait un sondage là, avec tout ce qui s'est passé, qui survit... Qui ne se pend pas? Qui ne se pend pas, ou qui part pas aux Bahamas, s'échappe, ou j'en sais rien, ou lâche l'affaire. Ce qui pousse les gens au suicide dans ce genre d'affaires, c'est quand on prend la conviction qu'on fait souffrir ceux qu'on aime. Mais vous y avez pensé, vous? Évidemment. Ben, Nanar, il lâche pas l'affaire. Il dit, ok, je vais reprendre mes premiers amours. Le cinéma, le théâtre, la chanson. Et donc, il arrive à se faire prendre dans un film qui est quand même relativement connu, Homme-Femme, mode d'emploi, ok, juste avant d'aller en prison. C'est-à-dire que le film sort juste avant qu'il aille en prison, il part en prison juste après que le film sorte. Ce qui est rigolo, c'est que Tapie joue un homme d'affaires, milliardaire, etc. Lucchini joue un flic, ils se lient d'amitié tous les deux. Et Tapie joue justement cet homme d'affaires milliardaire qui apprend qu'il a un cancer et qu'il est condamné et qu'il va mourir. Bon, ce qui est un petit peu potache quand on sait ce qui s'est passé après pour lui, quelques dizaines d'années après. Et l'histoire, c'est le film, je veux dire, il a eu un cancer, quoi. Puis il est mort. Le film était un petit peu prophétie. Bon bref, ce film sort, il marchouille, il se fait un petit peu défoncer par les critiques et notamment un petit peu les bien-pensants, etc. Parce que forcément, les gens veulent du sang, il y a bien sûr les supporters, et il y a aussi tous ceux qui disent t'essayes de te racheter avec tout ce que t'as fait, machin, et les gens sont pas dupes quoi de te lancer dans le cinéma, dans une espèce de film qui ait fait la promotion de Bernard Tapie. Bon bref, il part en prison, il purge sa peine, il sort. Il écrit un livre qu'il avait commencé à écrire en prison, il le sort. Il écrit un deuxième livre, il le sort. Il fait un single avec Doc Gynéco, La vie est belle. Et c'est quoi ce chef-d'œuvre? Le feat est incroyable. C'est toujours le gangster qui contrôle l'affaire. Le feat est incroyable. Doc Gynéco, Bernard Tapie. En effet, Bernard Tapie tente un peu tout. Mais quand même, on est dans une décennie où il part de très haut, il s'écroule complètement, il se fait traîner dans la boue, il va en prison, il part de ministre, etc. au plus haut sommet de l'État jusqu'en prison. Enfin, imagine le bordel médiatique que c'est quand t'es un des plus gros influenceurs français finalement pré-réseaux sociaux. Et malgré ça, il sort, film, livre, il s'en tape.
Et on arrive justement à la décennie suivante, les années 2000, et la résurrection du Phénix. Et il continue, il se lance au théâtre. Il peut plus faire que ça de toute façon, un petit peu de l'art et tout ce qui tourne autour, donc il se lance au théâtre. Il joue dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui est quand même tout simplement un chef-d'œuvre du cinéma au départ. Toujours aujourd'hui, des dizaines d'années après, des vingtaines d'années après, je dis ce que je veux, ok, des vingtaines d'années après. C'est un des 300, toujours classé dans les 300 meilleurs films du monde, et à l'époque c'était le 16e meilleur film du monde. Jack Nicholson, acteur principal, immense film. Il reprend ça au théâtre, qui est quand même très casse-gueule de passer après Jack Nicholson, etc. Et ça cartonne. Pour le coup, tout le monde dit que c'est un bon acteur, et il regagne énormément de points grâce à cette pièce. Il en enchaînera 3 autres à intervalle de 2 ans, et il se fait vraiment un vrai nom au théâtre, et Bernard Tapie, limite, arrive à faire oublier son passé, et ça devient un acteur. C'est beau quand même. Bouclé. Au début, il voulait être acteur. Il voulait être chanteur, il voulait être acteur. Bon, il a fait un single de merde avec Doc Gynéco, mais il est acteur. Il enchaîne à la télé. On l'invite partout, dans toutes les émissions, toujours la grande gueule, toujours le bon client, et les chaînes de télé se rendent compte, et notamment TF1, qu'à chaque fois que Bernard Tapie est quelque part, les audiences explosent. Parce qu'il a tellement d'un côté des gens qui l'aiment, mais vraiment fort. Je vous rappelle que c'était une des personnalités préférées des Français. Il a toujours énormément de fans, et il a tellement de haters, de gens qui sont virulents, qu'ils le regardent quand même pour le critiquer. Donc à chaque fois qu'il est là, les scores explosent tout simplement. TF1 lui donne sa propre série, s'il te plaît, Commissaire Valence. Vous vous rappelez de ce truc? C'était Bernard Tapie qui jouait un flic, un petit peu Julie Lescaut, Bernard Tapie quoi. J'imagine lui avec une chaîne YouTube. Bernard Tapie avec une chaîne YouTube, c'est un banger. Moi je vais faire un feat avec Bernard Tapie, j'aurais voulu. Et après il fait plein de téléfilms, d'émissions, Casas, à tort ou à raison, il est invité partout. Bref, le Phénix est revenu, il est plus dans le business, il est plus dans la politique, mais il est sur tous les plateaux télé, il est partout, il est dans le programme, t'achètes le Télépoche à l'époque, hein, pour les gens qui sont un peu vieux comme moi, tu te rappelles Télépoche? Télépoche, Bernard Tapie il est là, Bernard Tapie il est au Guignol de l'info. Est-ce que vous vous rappelez ce banger des Guignols de l'info? Meilleure émission, une des meilleures émissions. Les plus jeunes, un extrait. Salut bonhomme. Bon, et ça nous emmène dans la décennie suivante, qui est finalement un petit peu triste, qui est la décennie des années 2010, que j'appellerais la fin du mythe. Bon, dans les années 2010, très rapidement, il fait un timide retour aux affaires. Il y a eu un petit peu une affaire avec Club Med, il avait racheté 1% de Club Med, il voulait remonter la boîte qui était en difficulté à l'époque, mais il y a eu, encore une fois, parce que Bernard Tapie, etc., un bordel monstre. Finalement, il a lâché l'affaire, il a revendu ses actions, il a fait une petite plus-value. Il a acheté également un groupe de presse, et notamment le quotidien La Provence. Alors les gens disaient, ah, s'il rachète des groupes de presse, La Provence, etc., c'est qui veut se représenter aux élections. Finalement, il en fera rien du tout. Et surtout, il est embourbé jusqu'au cou dans l'affaire Adidas, avec tout ce que j'ai raconté avant, procès, appel sur appel contre appel, devant les députés, commission de machin, de mon cul, la télé, les journalistes, journal de 20h, rends l'argent, plus d'argent, il y a de l'argent, je te saisis. Bref, ça s'arrête jamais, et c'est un cauchemar pour lui. En 2017, il déclenche un cancer. Est-ce que c'est lié, est-ce que c'est pas lié? On le saura jamais, mais j'imagine que le niveau de stress est complètement dingue. Il déclenche un cancer qui est relativement agressif, très agressif, voilà, œsophage, estomac, etc. Chimio, traitement expérimental, il se battra énormément. On a en tête des interviews complètement dingues qui donnent vraiment très affaibli, un petit peu aphone, etc. Et je me rappelle d'un extrait dans 7 à 8, on est après 5 ans de cancer. On est le lendemain de son scanner où on lui a un peu annoncé que les carottes étaient cuites. Il fait quand même son interview à 7 à 8 et à la fin il fait pleurer la journaliste. C'est-à-dire quand elle lui dit merci, tu entends dans sa voix qu'elle pleure. Pourquoi avoir voulu faire cette interview alors que vous êtes épuisé? Parce que je voulais parler aux cancéreux. Je vous remercie de m'avoir invité et de m'avoir permis de donner un message à ceux qui sont comme moi en leur disant « Et les mecs et les femmes, rien n'est perdu ». Merci. Merci beaucoup. Quand on lui demande pourquoi il donne ses interviews, etc., pareil, c'est le côté encore qu'on aime bien de Bernard Tapie, c'est-à-dire c'est le côté give back, il dit voilà, moi j'ai plus rien à gagner, j'ai fait ma vie, je suis là juste pour montrer aux autres qui ont le cancer qu'il faut se battre, etc. Il raconte, etc. Donc il aura toujours eu toute sa vie ce côté flambeur, riche, grande gueule, et ce côté aider les autres à sa façon, certes, on aime ou on n'aime pas. Il mourra du cancer à 78 ans en 2021. Et là, bizarrement, comme à chaque fois, tout le monde l'encense. Il a eu énormément de messages de soutien de la part de politiques, d'artistes, etc. Stade Vélodrome, ils ont fait une veillée, plus de 5000 personnes sont venues au stade pour applaudir, etc. Au revoir boss, enfin des images qu'on connaît. C'est l'histoire de Bernard Tapie. Soit on l'aime et on le trouve inspirant pour son côté grande gueule, qui a peur de rien, qui est prêt à tout, jusqu'à risquer la prison pour atteindre ce qu'il veut, parce qu'il part de tellement loin et il arrive tellement haut qu'il accepte que tout est finalement possible et que oui, tu peux t'autoriser de rêver grand, tu peux t'autoriser de tout avoir. Et puis il y a les gens qui le détestent parce que c'est devenu un salaud de riche, parce que il a viré des gens, parce qu'il a détourné de l'argent peut-être parfois, parce qu'il a peut-être fait des trucs qui étaient pas jolis. C'est la méthode Bernard Tapie, c'était la méthode Bernard Tapie, c'était l'histoire de Bernard Tapie. Dis-moi dans les commentaires qui tu veux voir apparaître dans Businessman de légende, si ce format te plaît, et si c'est le cas, on en fera d'autres. Et sinon, on aura kiffé l'histoire de Bernard Tapie. Ciao nanar, à plus. Stupide parce qu'on ne devrait pas se mettre dans cet état, mais
Mais tant pis, on va pas faire semblant. C'est génial. Vous avez des enfants. Eux, ils ont une chance, c'est de pouvoir voir leur père en se disant « peut-être que je vais être comme lui ». Il n'y a rien qui m'arrêtera. Ce mouvement qui est derrière moi ne s'arrêtera pas. Si Le Pen est un salaud, ceux qui votent pour eux sont des salauds. Ça fait 15 ans que j'ai raison, et ça fait 15 ans que ça vous emmerde que j'ai raison, parce que depuis le départ, vous avez estimé que je devais avoir tort. Quand un journaliste ne sait plus quoi dire, parce qu'il est conscient qu'il y a un acharnement incroyable, il dit « mais alors, c'est un complot ». Et nous, comme des imbéciles, on n'a pas envie de dire oui, parce qu'on passe pour des imbéciles. Oui, monsieur, c'est un complot. Il y a une partie de la France qui me détestait en disant que j'étais un escroc, et l'autre partie de la France qui m'aimait bien en disant que j'étais un escroc. J'ai démissionné de mon mandat pour aller en prison. Si je démissionne pas, j'y vais pas. Seul député à avoir fait ça. Mais réussir sa vie, c'est de vous lever le matin, heureux d'avoir fait ce que vous avez fait. C'est d'être heureux et de rendre ceux qui sont autour de vous heureux. Faut pas confondre la réussite et le bonheur.